m'appelle Saad Darine. Mon sujet, c'est un essai sur l'étude de l'impact des tarifs de rachat sur l'industrie des énergies renouvelables au Canada. C'est un travail qui a été mis sous la direction du professeur Pelli. Le plan de la présentation sera comme suit. Une introduction, présenter la question de recherche, pourquoi soutenir les énergies renouvelables, les sources d'énergie renouvelable, les principaux régimes de soutien des énergies renouvelables, la conception et ajustement des tarifs de rachat, qu'on va donner les FIT, c'est les FIT des tarifs, les données, une présentation statistique, la méthodologie des résultats et on finit par une conclusion. L'idée de soutenir les énergies renouvelables provient du protocole de Kyoto qui était signé en décembre 1997 et mis en œuvre en février 2005. Ce protocole qui était pendant la troisième conférence des Nations Unies pour la réduction des effets de serre. Et puis, il a adressé des recommandations aux pays les plus polluants qui représentaient 55% de l'émission mondiale des gaz à effet de serre en 1990. L'objectif qui était adressé était d'atteindre entre 2008 et 2012 un niveau de mondial plus bas de 5,2% par rapport au niveau de 1990. Le cas qu'on a traité, c'était le cas de l'Allemagne, qui était considéré comme depuis un leader dans la technologie des énergies renouvelables, et il est considéré aussi comme le premier à l'échelle européenne, grâce à sa loi sur les énergies renouvelables qui était mise en 1991, c'est-à-dire avant le protocole de Kyoto, et révisé en 1998. Une année après le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto était en décembre, quelques mois après. L'objectif qui était adressé à ce pays, c'était de réduire son émission de 21% par rapport à son émission à 90%. Ces objectifs opérationnels étaient d'atteindre une part de consommation de 35% en 2020 et de 80% en 2005 de son portefeuille énergétique total, et de réduire les émissions des gaz à effet de serre de 40% en 2020 et 80 à 90% en 2015. Déjà en 2012, il était à peu près à 11,6, on voit ici, par rapport aux énergies traditionnelles. Pour la problématique, la question qu'on veut répondre, c'est quel est l'impact de l'introduction du mécanisme du tarif de rachat sur l'industrie de l'énergie renouvelable. Les résultats qu'on a trouvés, c'était en faveur d'une augmentation de la production et une réduction des prix de l'électricité, mais aussi on a observé qu'il y avait pas mal une réduction de l'émission des gaz à effet de serre. La question à se poser, c'est quoi la motivation pour soutenir les énergies renouvelables? Ils sont d'ailleurs considérés comme un moyen écologique qui assure le développement durable, la sécurité énergétique mondiale, c'est-à-dire que si on continue à produire des énergies renouvelables, les pays ne seront plus obligés à aller chercher et importer les énergies traditionnelles. Il assure un niveau de dioxyde de carbone très bas dans l'atmosphère terrestre. Il remplace progressivement les énergies fossiles qui sont une cause les causes la plus polluante. Déjà en Allemagne, les émissions de CO2 évitées totales sont passées de 30 millions de tonnes à peu près plus de 147 millions de tonnes entre 1990 et 2012, ce qui représente une réduction de 180%. L'élimination des effets de gaz à effet de serre évités, c'était, comme on le voit sur le graphique, principalement par la biomasse, ensuite l'éolienne, puis il y a après le photovoltaïque
photovoltaïque avec le solaire thermique. En fait, photovoltaïque et solaire thermique, c'est l'énergie solaire. Et puis les autres, comme l'hydroélectricité et l'énergie thermique. La question, pourquoi il faut soutenir les énergies renouvelables? Après qu'on a vu les motivations, maintenant la question, pourquoi vraiment il faut les soutenir? Cette réponse, c'est à peu près l'aspect particulier de ce marché, qui est caractérisé par l'incertitude et l'investissement à haut risque. Ce marché il dépend beaucoup de conditions climatiques et d'autres choses qui ne sont pas en contrôle. L'immaturité de l'industrie, qui est une industrie nouvelle, les barrières à l'entrée telles que les coûts d'entrée et les coûts fixes, la concurrence représentée par les énergies fossiles traditionnelles qui ont déjà atteint un stade de maturité et utilisent les économies d'échelle, c'est-à-dire ils maîtrisent parfaitement leurs coûts. Aussi les conditions climatiques et la localisation géographique qui participent à cette incertitude de marché. Les énergies renouvelables ne peuvent pas être stockées, oui, c'est un caractère non proposable, c'est-à-dire même si la production augmente, si les conditions étaient favorables, les conditions climatiques étaient favorables, on ne peut pas profiter de ces conditions favorables car l'énergie, on ne peut pas la stocker. Et aussi, si on ne peut pas la consommer à cause des jours fériés ou qu'on ne travaille pas, par exemple, on ne peut pas la stocker, fait qu'on ne va pas profiter d'un excès de production grâce à conditions climatiques favorables. Les sources d'énergie renouvelables telles que citées par la directive de l'Union européenne en 2001 étaient l'énergie éolienne onshore et offshore, c'est-à-dire terrestre et maritime, l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydraulique, l'énergie des vagues, l'énergie marémotrice, la biomasse et le biogaz. Que je dois expliquer une seconde. Pour l'Allemagne, en 2012, la répartition de cette énergie était comme le graphique qu'on voit sur le tableau. La biomasse et le biogaz constituent la partie verte. L'énergie éolienne de 15, à peu près 16%, la photovoltaïque 8,3%, la solaire thermique à 2,1%, la géothermique à 2,2% et l'hydroélectricité à 6,8%, à peu près 7%. Passons au régime, donner un aperçu sur les différents régimes de soutien. En fait, il y en a plusieurs, mais les trois principaux sont le tarif de rachat, qui est principalement notre sujet, les processus d'appel d'offres et les certificats verts. Pour ce qui est du tarif de rachat, c'est le plus communément utilisé. Et puis, c'est un régime qui est basé sur, une approche basée sur le prix. En tout cas, c'est quoi? C'est un tarif qu'on va ajouter au prix de l'énergie, au prix de l'électricité, pour compenser les producteurs par chaque kilowattheure injecté au réseau de distribution. C'est un régime basé sur le prix, comme le montre le graphique suivant. On voit ici le prix TIN, c'est-à-dire le prix d'entrée. Le régulateur va commencer par fixer un prix, et puis les producteurs ils vont produire jusqu'à ce que leurs coûts marginaux soient égaux au prix énoncé, et c'est ça ce qui va déterminer le Q-out, c'est-à-dire la quantité d'équilibre. Contrairement au processus d'appel d'offres, qui est une approche basée sur la quantité. La première c'est le prix, la deuxième c'est la quantité. Et puis ici c'est la quantité qui est le paramètre de départ. Le régulateur va déterminer la quantité à acheter. Et puis c'est au producteur de faire on
enchérisseurs, en fait, qui vont donner leur prix et ils vont commencer à sélectionner le prix du plus bas vers le plus haut jusqu'à la quantité demandée soit atteinte, et c'est le dernier prix qui sera fixé. En fait, c'est lui le prix considéré pour la vente. Comme ça, c'est une approche basée sur le prix. La troisième, c'est le certificat vert négociable, qui sont aussi une approche par quantité. Il consiste à émettre des certificats verts en fonction de la quantité produite d'énergie, et qui va servir comme attestation d'un quota d'utilisation d'énergie verte. Ce qu'on va voir juste dans la notion d'obligation d'achat plus tard. Pour la conception et les ajustements des filets des tarifs de rachat. Pour la détermination, soit on se base sur les coûts de production d'électricité, soit on se base sur les coûts évités, les coûts externes évités, c'est-à-dire qu'on va internaliser, ou sur les deux. Pour les coûts de production d'électricité, c'est dépend de la source, c'est en gros les coûts d'installation, les coûts de capital, tout ce qui est brevet, tout ce qui est installation, entretien. Les coûts externes évités, c'est les coûts sociaux évités qu'on doit internaliser, comme les changements climatiques et l'effet de serre, qui sont des bénéfices pour la société, les polluants atmosphériques et les risques associés, le retentissement sur le rendement agricole, c'est-à-dire le retentissement positif, effets sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, les emplois potentiels, les effets sur la balance des paiements et l'effet sur le niveau de recherche et développement. Ces tarifs étant déterminés, il faut les ajuster en fonction de chaque installation ou de chaque, selon différentes situations qu'on va voir dans le chapitre suivant. Le problème, c'est que si le tarif est très haut, il sera toujours financé par le consommateur et il doit constituer un fardeau sur le consommateur. Mais s'il est trop bas, il aura un impact insignificatif sur l'industrie. Il faut vraiment avoir le juste tarif qui va assurer à la fois le développement de l'énergie renouvelable sans qu'il se représente un fardeau sur le consommateur ou sur l'État. Pour ceci, les niveaux de tarifs ils sont fixés en fonction du lieu de l'installation, c'est-à-dire si l'installation est rentable ou non très rentable. Au niveau du tarif en fonction de sa taille, si c'est une installation qui a déjà arrivé à l'économie d'échelle, qui a une trop grande installation, une trop grande industrie ou une petite industrie, le niveau est en fonction du type de carburant, c'est surtout pour la biomasse et le biogaz. Aussi, pour ajuster les prix, il y a la notion d'intégration de l'apprentissage technologique avec la courbe d'apprentissage qui est une courbe décroissante en fonction du temps. Et pour ceci, ils ont appliqué une dégressivité tarifaire, c'est-à-dire dire à l'industrie le tarif de ceci c'est un tel tarif, un tel montant, mais il y aura une dégressivité de 1% ou de 2% par année, vu que vous allez, c'est-à-dire continuer à prendre et réduire vos coûts. La révision des tarifs va se faire soit périodiquement, soit à temps réel. Révision périodique, par exemple, à la fin de l'année ou du semestre, ou au temps réel, les ajustements seront au moment de la production. Si le prix était trop haut et les tarifs étaient trop bas, ils vont les ajuster et vice-versa. La notion d'obligation d'achat, justement, c'est une notion qui consiste à exiger un quota des énergies renouvelables minimal dans le portefeuille énergétique des industries, et puis qui sera justement justifié par la procuration des certificats verts ou les normes obligatoires. Passons aux données. Les données proviennent pour les installations, la production d'électricité, les consommations d'électricité, ils proviennent du site du ministère de l'Environnement allemand.
ces trois domaines-là, ils sont représentés en panel, et dont les I représentent les cinq technologies. Les photovoltaïques, éoliennes, hydroélectriques, géothermiques et biomasse. Et le temps il est représenté par année et s'étale sur de 1990 jusqu'au 2009. Pour le reste des données, les dépenses en recherche et développement proviennent de l'OCDE, la Banque mondiale, IPC, IPP, OCDE, prix d'électricité, le site Energy Information Administration, émissions des gaz à effet de serre, la Banque mondiale, et les émissions de CO2, l'Agence européenne pour l'environnement. Pour la méthodologie, les statistiques d'abord, je m'excuse. Pour la capacité installée, c'est-à-dire les installations, entre 1990 et 2012, on voit bien qu'à partir des 1988, 1998, 1999, les installations éoliennes ils ont connu vraiment un vrai développement. Aussi pour la biothermique et pour la photovoltaïque, mais la photovoltaïque c'était plus tard vers 2002-2003. En ce qui est de la production d'électricité, en fait la différence entre la production et les installations, chose qu'on va revenir plus tard, les installations, ils étaient comme une évolution nette, il n'y avait pas vraiment de fluctuation, alors que pour la production, il y avait comme une cassure ici, qui peut être justifiée peut-être par les conditions climatiques qui n'étaient pas favorables, chose qu'on a considérée dans nos unités plus tard. En ce qui est des prix d'électricité, on voit bien qu'il y avait vraiment une réduction des prix à partir de 1998-1999, c'est-à-dire la date d'introduction du régime. Mais il y avait après une augmentation des prix vers 2005-2006, probablement à cause de la crise mondiale et de la hausse des prix d'énergie mondiaux. Mais quand même, après l'introduction des régimes définis de tarifs, il y avait pas mal une réduction des prix commerciaux, résidentiels et industriels. En ce qui est des émissions des gaz à effet de serre, aussi, on voit bien qu'il y avait une réduction, elle était continue, mais on peut dire que aussi, à partir d'ici, il y avait pas mal, la pente est plus prononcée. Et voilà, ce qu'on voit en marron, c'est le total. Le jaune, c'est la consommation d'énergie, et le vert, c'est l'industrie énergétique. Pour la méthodologie. Toujours pour répondre à notre question de recherche, le modèle général, c'est le YX bêta plus erreur, qu'on peut, pour aller chercher l'impact de l'introduction de ce régime, on peut aller partager l'équation sur deux groupes. Un groupe de 1990 à 1999, le deuxième de 2000 à 2009. Idéalement, s'il n'y avait aucun impact de FIT, on va trouver que bêta 1 est égal à bêta 2. Mais s'il y avait un impact, c'est-à-dire on va trouver le bêta 1 qui est différent de bêta 2. Mais dans le souci de ne pas séparer la variable expliquée, vu qu'on n'a pas trop donné aussi, nous avons procédé par un test de Shaw qui consiste à multiplier les deux parties par 1 alpha, qui est une variable muette, pour arriver finalement à cette équation. Donc, si le groupe est 0, si le groupe est 1, c'est-à-dire, si le groupe est 1, il sera x est égal à x1. Si le groupe est 2, on va garder juste le x de bêta. Et c'est ça qui va venir 0. Une fois
données en panel, qui est l'installation, les installations en IT, alpha 0, L instabilité, le retard des installations, le lot de production, et les dépenses en recherche et développement, plus erreur. Et dans un souci de savoir si on a des effets aléatoires ou des effets fixes, nous avons procédé à un test de Haussmann qui suit une loi de Kiel 2 avec K-1 degré de liberté. Ensuite, pour l'analyse des effets sur les prix, nous avons considéré cette équation. C'était les prix moyens d'électricité. Les prix étaient déjà déflatés, c'est-à-dire les prix réels. Puis la croissance de la production et la consommation d'électricité. Les résultats que nous avons trouvés, ils étaient en faveur d'un développement des installations. Pour les installations, il n'y avait pas vraiment un grand déplacement. Le retard des installations, j'excuse, il n'y avait pas un grand de variation entre les deux. Pour la production en groupe 1 et la production en groupe 2, il est passé de 43 à 271. Pour la production, oui, on était dans la production, pour les recherches et développement, il est passé de moins 1 pour la première période à plus, non, les dépenses, oui, à plus de 10, oui, plus de 10, c'est toujours dans les effets fixes. Et dans les effets aléatoires, en fait, on a trouvé les résultats suivants, mais le test de Haussmann a montré qu'il est en faveur de rejet de l'hypothèse libre de présence des effets aléatoires. Fait que ce qu'on va considérer, c'est juste la colonne à gauche et les effets fixes. Le test de Shaw vient de confirmer ces résultats qui rejettent l'hypothèse nulle d'égalité des coefficients entre les deux périodes. Il était un test de de 9,22 avec un kilo de à peu près 0, un p-value de à peu près 0, et qui confirme les déductions qu'on a faites avant. Pour le premier résultat, c'est les résultats sur les prix. En fait, ici, dans la première colonne, on a testé bêta 1 est égal à bêta 2. Dans la deuxième, c'est juste pour vérifier nos données, c'était bêta 2 moins bêta 1 est égal à 0. Pour la première, on voit que la croissance de la production est passée de 0, moins 0,45 à moins 2. On voit bien que la croissance et les prix varient en sens inverse, c'est-à-dire l'augmentation de la production a diminué le prix, c'est-à-dire en faveur de nos résultats. Pour la consommation, il n'avait pas un impact sur l'électricité. C'est justement le résultat qui nous intéresse plus, avec des résultats significatifs, qui étaient vraiment en faveur de notre hypothèse initiale. Pour ce qui est du test de Shaw, on avait fait quelques manipulations. Considérons juste la consommation et la production. C'est-à-dire, oui, nous avons rejeté l'égalité des coefficients, c'est-à-dire le coefficient avant et le coefficient après les deux groupes, les bêta 1 et les bêta 2. Si on considère juste la production, la croissance de la production, on confirme toujours les résultats. Et si on introduit la variable muette groupe, toujours le même résultat qui est le rejet de l'hypothèse nulle de l'égalité des coefficients. Ce dernier tableau, juste pour l'étude de signes, et pour celui-là, on n'a pas fait le test de Shaw, mais on a fait la régression sur la première période et sur la deuxième période qui donne
pratiquement les mêmes résultats. En tout cas, c'est pas des données en panel. Passons à l'endogénéité. On avait bien qu'on avait des variables omises telles que la consommation, telles que les conditions climatiques et beaucoup d'autres qui sont corrélées avec la production et qui peuvent se trouver avec le terme d'erreur et ce qui fait une corrélation entre le terme d'erreur et la variable explicative, mais aussi à une autre sorte d'endogénéité qui est la simultanéité, qui est bien évidemment la causalité renversée entre la production et les installations. Mais, comme on a vu dans le graphique avant, si on avait la raison pour laquelle on a choisi les installations comme variable explicative et non la production, c'était que les installations sont moins influencées par les conditions climatiques que la production. La production, même si le régime était efficace et les conditions climatiques n'étaient pas favorables, on va se trouver probablement avec des résultats qui vont nous faire comprendre que le régime de soutien n'était pas efficace, alors qu'il était efficace, mais c'est les conditions climatiques défavorables qui ont fait qu'on n'a pas eu de bons résultats. Pour conclure, selon les résultats, nos résultats étaient en faveur des hypothèses mises au début, notamment une baisse des prix et une augmentation de la production. On espère bien que cette étude soit bien étendue sur plusieurs pays. En fait, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire au début. On avait considéré tous les pays producteurs, mais on n'avait pas de données, suffisamment de données. On a réduit aux pays de l'Union européenne qui utilisent l'euro, mais finalement l'introduction des tarifs de